Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Loire-Atlantique. Et ce soir, l'actualité, c'est lui, il est derrière moi, c'est le château de Nantes, le château des Ducs de Bretagne. Vous passez sans doute tous les jours devant, que vous soyez à pied, à vélo ou en tramway. Parfois aussi, vous entrez à l'intérieur de ce château pour vous balader, pour une exposition ou encore pour accéder au musée de l'histoire de Nantes. Car oui, le château abrite le musée de l'histoire de Nantes qui se trouve juste derrière moi. Et ce musée, il a changé. Vous allez pouvoir le découvrir à partir de demain, le 25 juin. Un nouvel accueil, une nouvelle librairie, de nouveaux objets, 300 nouveaux objets et notamment des objets collectés auprès de vous, auprès des Nantaises et des Nantais, et de nouvelles salles surtout consacrées aux deux guerres mondiales. C'est à peu près de tout cela dont on va parler aujourd'hui. 10 ans après son ouverture, le musée est renouvelé et on va vous le présenter ce soir. Restez avec nous, le 18h de Télé Nantes au château démarre tout de suite. Et mes premiers invités pour parler de ce nouveau château sont Christelle Galdé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la chargée de développement scientifique du musée d'histoire de Nantes. C'est un petit peu grâce à vous que s'est produit ce changement du château. On y reviendra. Et Jean-François Baudin à vos côtés, qui est architecte scénographe, qui était déjà l'architecte scénographe du musée version première en 2007 et de cette nouvelle version 2016. Alors pour tous ces changements, on parle de V2 du musée. C'est un petit peu le jargon qu'on connaît aussi dans les documents qu'on se transmet au travail. C'est la version 2 du musée, avec toujours ces 32 salles. Pourquoi on est passé à une V2 ? Qu'est-ce qui n'allait pas avec la V1 ? Ouais, beaucoup de choses allaient très bien avec la V1, mais la V1 nous semblait inachevée. Nous n'avions pas pu mener le propos historique comme nous l'aurions voulu sur la période du XXe siècle, par manque de fonds en fait, c'est-à-dire par manque de collection, par manque de recul aussi et peut-être de maturité sur cette période historique qui est très récente. Donc il nous fallait du temps et il nous fallait passer par une autre étape qui était celle notamment de la collecte. Mais dès le début, dès l'ouverture du musée en 2007, vous saviez que c'était vers ça qu'il fallait tendre. Dès le début, pour que l'histoire de Nantes soit complète. Absolument. Aussi. Dès le début, en effet, nous savions que cette version était inachevée. Donc, nous avons organisé la collecte dès l'année qui a suivi l'ouverture. Donc, c'est bien la preuve que nous en étions conscients. Et c'était pour nous quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que ce musée retrace toute l'histoire de Nantes, Nantes et la Bretagne jusqu'au XVIIe siècle, avec notamment la présence forte d'Anne de Bretagne, Nantes, ville du fleuve et de l'océan, Nantes avec l'aspect du commerce triangulaire, de la traite négrière, la Révolution, le port colonial, c'est tous ces aspects-là de la ville de Nantes qu'on découvrait dans le musée, avec aujourd'hui donc cet accent mis sur la guerre, les guerres, la Première Guerre mondiale et la Deuxième. C'est déjà un travail de longue haleine, vous l'avez dit, qu'on a pu voir à travers des expositions déjà. Oui, c'est vrai que cette V2 bénéficie d'une, on va dire, une dizaine d'années d'expositions temporaires dans lesquelles nous avons traité des sujets qui sont des sujets contemporains, proches de la population nantaise et aussi grâce à la population nantaise. Alors je pense à des expositions comme celle que nous avions réalisée sur mai 68, sur la présence des étrangers, Nantes est venue d'ailleurs, sur le travail des femmes à Nantes depuis le XVIIIe siècle et sur les deux guerres mondiales. Donc cette V2 permet de valoriser ce travail qui a été un travail au long cours mené dans les expositions temporaires. Vous, en tant qu'architecte scénographe du château, comment vous avez intégré cette nouvelle page de l'histoire de Nantes dans les murs du château ? Alors, nous avons bénéficié aussi de ces recherches préalables, puisque nous avons eu la chance de participer notamment à une des expositions qui préfigure en fait le thème qui est présenté maintenant de manière pérenne. Je crois que notre sujet et notre recherche était d'essayer de donner pour ces salles pour un sujet tout aussi grave que celui que nous avions traité dans la première partie, dans la V1, qui était la traite, et dans laquelle nous avions essayé d'amener le visiteur dans une ambiance qui lui faisait oublier le château, qui le laissait se concentrer sur un ensemble de choses terribles. Et là, on se retrouve en fait dans une circonstance identique, avec des choses tout aussi terribles, mais même si elles sont bien sûr extrêmement différentes. Dans ces nouvelles pièces qui sont dans le musée désormais, on l'a dit, il y a eu beaucoup de collectes auprès des Nantaises et des Nantais. Ils ont répondu vraiment présents sur cette collecte. Comment ça s'est passé au fil des années et quels sont les objets les plus incroyables, les plus rares que vous avez pu collecter ainsi ?
Alors c'est vrai que les Nantais ont répondu présent et pendant de nombreuses années, la collecte sur les 2 guerres mondiales a duré 5 ans. Elle n'a jamais cessé, les gens sont venus spontanément, régulièrement. C'est très difficile pour moi de choisir parmi les objets parce que chaque objet raconte une histoire. Tous les objets sont arrivés porteurs d'une histoire, d'un souvenir, d'une mémoire, d'une histoire personnelle et collective. Alors les objets qui, je le dis souvent, hein, m'ont le plus surpris, au-delà d'une question de choix, sont les objets les plus intimes et les plus improbables. Donc j'ai le souvenir notamment de 2 tranches de pain noir qui datent d'avril 1942 et qui nous ont été apportés par la petite fille pour lesquelles ils avaient été conservés. Une femme, en 1942, avait pris l'initiative pour montrer à sa fille ce qu'était le rationnement, de conserver sa ration de pain journalière, donc 2 tranches de pain noir, avec un petit mot manuscrit. Cet acte, hein, qui semble complètement anodin, elle ne l'est pas du tout parce qu'il a un sens particulier. C'est qu'en avril 1942, l'occupation est très forte. Et l'espoir que la guerre va s'achever, et notamment que la France va être libérée, c'est un espoir qui est minime. Or, cette femme, voulant témoigner de ce que c'était que le rationnement, imagine que cette fin va arriver. Donc cet objet témoigne de son espoir avant tout. Et ça, ce sont des objets très rares. Qui soit encore arrivé jusqu'à nous et qui puisse aujourd'hui être exposé. Est-ce qu'on imagine une scénographie aussi différente quand on a affaire à des objets particuliers comme ça, des objets issus d'habitants, il y a beaucoup de lettres, d'objets, qui ressortent de l'intime aussi. Est-ce que la scénographie, elle s'adapte aussi à ça ? La sensibilité par rapport aux objets, par rapport à leur histoire, par rapport à ce qu'ils représentent, ce qu'ils racontent, que ce soit des objets publics ou personnels, je pense qu'à ce stade, ils doivent être traités pratiquement de la même façon, c'est-à-dire de toute façon avec respect, de toute façon pour les mettre, c'est eux qu'on rend lisibles, c'est pas le support que l'on crée. Là, ce que l'on a essayé de faire, mais ce qui est une pratique assez courante, c'est d'aider également en fait à voir les différents moments où ces objets, où ces textes ont été écrits, où ces objets ont été faits, ou apparus, ou utilisés. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi dans le déroulé des 2 guerres, qui sont deux séquences qui durent dans leur réalité de l'ordre de 4 ans, en fait, on a des environnements différents parce qu'on raconte des moments différents. Et ça, on veut le rappeler aux visiteurs sans qu'il ait à trop chercher à s'interroger sur la date à laquelle se passe l'événement ou l'objet qui est présenté. Alors, je voulais vous proposer de découvrir une des pièces aussi très, très rares de ces nouvelles salles consacrées aux guerres et notamment à la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des tenues de déportés que l'on peut découvrir. J'ai fait la visite moi-même ce matin, c'est vrai que c'est assez saisissant. Vous pourrez découvrir ça à partir de demain. Je vous propose de découvrir un trésor de château. Ce sont ces tenues de déportés qui ont appartenu à des Nantais. Voilà, un trésor de château, c'est un rendez-vous, une petite capsule que vous pourrez découvrir sur l'antenne de Télé Nantes, réalisée en partenariat bien sûr avec le musée. Il y en aura une vingtaine en tout à découvrir. Ce sont des pièces sur lesquelles on a voulu mettre l'accent, ce sont des pièces importantes de cette nouvelle collection. Oui, en effet, ce sont des pièces souvent inédites et puis sur lesquelles il est important d'apporter des éléments de compréhension, de connaissance. Donc c'est vrai que ce sont des pièces phares.
Ce sont des pièces aussi, toutes les pièces que vous avez pu collecter, qui ont permis d'avoir, et ça c'est important, une nouvelle lecture aussi de l'histoire. Vous l'avez dit, ces guerres mondiales, c'est une histoire récente, donc on en apprend encore, il y a encore des archives qui s'ouvrent récemment. Les nouvelles pièces qu'on découvre dans le château, est-ce qu'elles permettent ça aussi, d'avoir une nouvelle lecture historique ? Alors bien sûr, l'histoire, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui est en changement. Donc dans cette V2, on parle beaucoup de ces nouvelles salles et de la Seconde et de la Première Guerre mondiale. Mais c'est vrai que nous avons retouché pratiquement toutes les salles avec un souci qui était aussi celui d'apporter des éléments de compréhension, de lecture des œuvres que le visiteur connaît déjà et devant lesquelles il passe. Il y a un courant historique depuis les années 2000 qui est ce courant d'histoire globale que le public français commence à connaître et que nous avons aussi adopté pour changer la manière de voir l'histoire du monde à partir de nos collections. Et l'histoire de Nantes dans cette histoire mondiale de manière très horizontale. Donc oui, en effet, Qu'est-ce qu'on appelle l'histoire globale ? Alors l'histoire globale, c'est l'histoire non plus uniquement chronologique, mais thématique et géographique. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui s'intéresse aux relations, aux interconnexions, à la mondialisation des échanges, des réseaux, des organisations dans le temps long. Tout le monde sait que l'histoire du XXe siècle est une histoire mondiale. Eh bien, l'histoire de l'Antiquité, elle est tout autant en vérité, sur un monde qui est certes moins vaste parce qu'il y a tout un monde inconnu, mais c'est une histoire qui est aussi faite d'échanges entre civilisations, entre populations. Et donc, cette histoire, nous voulons la rencontrer à l'échelle de la géographie aussi. Et donc c'est aussi le cas du musée de l'histoire de Nantes où on voit à travers Nantes l'histoire mondiale justement à travers les époques. Dans ces les nouveaux objets qu'il y a aussi, c'est pas seulement dans les salles consacrées aux deux guerres mondiales, on l'a dit, il y a deux tableaux qu'on souhaitait aussi mentionner ce soir. Ce sont des nouvelles acquisitions qui intègrent les salles consacrées à la traite négrière. C'est un double portrait. Alors je propose de revoir justement des images, des présentations de ces deux portraits de Marguerite et Dominique Derbrouck. Dominique Derbrouck était un armateur nantais. C'est un tableau de 1700, ce sont des tableaux de 1753 de Pierre Bernard Monlot et on va voir tout de suite les images. Ce sont des tableaux de Pierre Bernard Monlot. Voilà, j'avais écorché le nom du peintre de ces deux tableaux. Pourquoi ils sont si importants, ces tableaux-là ? Qu'est-ce qu'ils disent aussi de cette histoire de la traite négrière ? À notre connaissance aujourd'hui, ce sont les seuls tableaux où des armateurs et négociants nantais sont accompagnés de leurs esclaves noirs. La présence des esclaves à Nantes, Nantes est une ville négrière qui a assumé son passé depuis déjà de nombreuses années, et cette histoire est connue. Mais l'image du fait qu'il y ait eu ici des esclaves, c'est encore autre chose, et ces tableaux permettent de prendre conscience de cette réalité-là. Oui, il y a eu des esclaves noirs ici. Oui, il y a eu des esclaves noirs dans l'ensemble de la France et de l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est important de le rappeler. Donc ce sont des images uniques. Nous n'en connaissons pas d'autres à ce jour. Alors il y a ces pièces-là, il y a des tableaux, on a vu quelques exemples. Il y a aussi beaucoup de photos qui intègrent dorénavant les autres salles. Je pense notamment à une collection assez particulière qui est celle de Victor Girard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était cette personne et quelle place occupe ces photos aujourd'hui dans le musée ?
Alors Victor Girard, c'est un photographe, un reporter du Phare de la Loire. Il va arrêter son activité juste après-guerre, on va dire, et il la commence au début du XXe siècle. Et la particularité de ce photographe, c'est que c'est quelqu'un de très moderne. C'est quelqu'un qui va descendre avec son appareil dans la rue, donc il va véritablement être à l'initiative de reportages photographiques, ce qui est très tôt, hein, en 1904, 1905, 1906. Donc il est le témoin et il nous permet aujourd'hui de raconter des événements qui sont des événements importants, dont on n'aurait aucune trace autrement si ce n'est que par l'archive. Et en plus, durant la Première Guerre, c'est quelqu'un qui va avoir l'idée, il a le sens du commerce, il va avoir l'idée de traduire son enseigne dans toutes les langues des populations qui sont implantées sur le territoire nantais. Et il va ainsi pouvoir prendre en photographie dans son atelier, notamment des Anglais, des Américains. Et nous avons grâce à lui des photographies des Américains dans la ville, et notamment des Noirs américains. Oui, alors ça c'est vrai que c'est dans les salles consacrées à la guerre, ces photos sont assez impressionnantes et rares justement. Mais on retrouve aussi, c'est vrai, ces photos dans d'autres salles. Je pense notamment dans les usines Lu, il y a des photos aussi qui sont pareil assez rares. Oui, puis alors il a cet intérêt pour la population, pour les gens, qu'il fait qu'il prend en photo des scènes du quotidien, il prend les marchés par exemple. Donc on voit cette société aussi très particulière de la Nantes des années 1900, du début du XXe siècle, société composite, à la fois bourgeoise et ouvrière. Il est le témoin de cela et c'est vrai que ces photographies sont troublantes parce qu'elles montrent des gens d'une grande aisance financière et des gens d'une grande pauvreté. Et ce sont des photos qui vous ont été transmises par l'arrière-petit-fils de Victor Girard et qui trouvent maintenant leur place dans les salles du musée. Comment vous avez fait aussi, parce qu'on l'a dit, Jean-François Baudin, vous étiez l'architecte scénographe déjà de la V1 du musée. Il y a aussi des nouvelles pièces qui sont arrivées dans des salles existantes. Comment vous les avez intégrés, ces nouveaux éléments? J'ai pas eu besoin de les intégrer parce qu'en fait, il y a des équipes très professionnelles dans cette maison. Donc, ils les ont mises et puis ils m'ont fait la surprise de me les faire découvrir. Et je veux dire que là, entre la V1 et la V2, il y a une densité qui a été gagnée dans les salles qui est vraiment très intéressante. Un musée d'histoire, ce sont des musées plus difficiles à visiter que des musées beaux-arts et surtout selon les périodes. Mais là, on a vraiment une richesse en fait. Bon, il y a toujours une lecture artistique. Enfin, en tout cas, beaucoup de pièces peuvent avoir une lecture artistique. Donc, ils ont été très gentils, ils nous ont aidés, ils nous ont préparé les choses, ils nous ont juste laissé les découvrir. Et on n'a pas fait de remarques désobligeantes, ils ont plutôt bien travaillé. Ça va, tout le monde a bien travaillé. Vous parlez de densité, le mot est important, c'est vrai que c'est assez dense, il y a 32 salles avec beaucoup d'informations. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve tout au fil du musée, sur lequel vous avez particulièrement travaillé, qu'on retrouve cette densité un peu partout. Densité d'informations. Alors, densité d'information, c'est le propre d'un musée. Oui, c'est le propre d'un musée d'histoire. On ne peut pas juste avoir l'objet, il faut le remettre dans un contexte. Parce que certains sont un peu abscons, sinon, si vous n'expliquez pas ce qu'ils sont. C'est un travail vraiment à la fois commun, mais c'est-à-dire que nous préparons un support et en fait le commissaire, et surtout quand il est très impliqué, j'en ai rencontré ici, en fait accroche et il y a des discussions qui se font un peu plus à gauche, un peu plus à droite, ou ah ben oui, tiens, ah bon. Mais c'est un travail commun, puis c'est un travail qui coule très doucement. Enfin, d'abord c'est plaisant. Je pense que pour un conservateur et aussi pour nous, enfin dans cette partie de nos missions, c'est le moment le plus agréable. En fait, c'est quand on est confronté à l'œuvre, au sujet, qu'on les met en relation, qu'on les confronte. Ça, c'est très agréable. Et alors en plus, nous, on a des informations que les visiteurs n'ont pas, parce que comme on passe beaucoup de temps en fait avec les conservateurs, les commissaires, ils nous racontent plein de choses pendant qu'on fait ça. Donc en fait, on est très très gâtés. Et ça nourrit évidemment aussi votre travail. On a parlé de la variété des supports et il y a aussi un nouveau support, un nouveau média qui fait beaucoup son entrée dans les nouvelles salles, c'est la vidéo qu'on retrouve à de nombreuses occasions, évidemment aussi dans les salles consacrées à la guerre, mais c'est le cas aussi dans les autres salles. Il y a une place importante qui a été consacrée dans cette V2, on va dire, ça y est, le terme est retenu. Je crois que dans cette V2, il y a beaucoup de vidéos. Oui, parce que comme nous parlons beaucoup de l'époque contemporaine, à partir de 1900 dans ces nouvelles salles, c'était intéressant de pouvoir montrer les gens vivants. Parce que c'est vrai que l'image animée quand même nous fascine, nous sommes de cette société.
Nous sommes de cette société de l'image animée et de l'image parlante en plus. Donc, avoir recours à ce média, c'est quand même quelque chose de merveilleux. D'abord, ça nous permet d'incarner ce passé, de dépasser l'étape véritablement de l'objet et du coup d'avoir une relation qui s'établit entre ces films et ces objets, et ça rend les objets beaucoup plus émouvants, beaucoup plus touchants, beaucoup plus proches des visiteurs, parce qu'on voit ces objets sur les films et on comprend qu'il y a cette forme de raccourci artistique qui est permis par la vidéo. Oui, ils ne sont pas juste derrière une vitrine, ils ont vraiment servi aussi à un moment donné, et c'est ce qu'on voit grâce à ces vidéos. Le musée aussi dorénavant se termine avec une autre vidéo qui raconte l'histoire la plus proche de nous, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Il y a aussi cette nouvelle salle avec une histoire très contemporaine de la ville de Nantes. Oui, alors grâce à une collaboration avec Laurent, nous avons réalisé un film, l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Voilà. Oui, merci. Nous avons réalisé un film d'une dizaine de minutes. C'est un film qui est amené à évoluer, c'est un film dans lequel nous avons retenu des événements qui sont importants dans l'histoire de la ville de Nantes, mais c'est un film qui changera avec le temps parce qu'il parle de l'histoire récente, donc évidemment il couvre la période de 1945 à nos jours. Donc, le recul avec l'élection de Johanna Rolland. Il s'achève avec une question qui est « et demain ?» Juste avant, il y a l'élection de Johanna Rolland. Parce que c'est un film chronologique. Oui. Donc, en effet, et c'est vrai qu'on nous sommes posé la question de comment l'achever. Oui. Et quand on est arrivé avec Johanna Rolland, on s'est dit, bon, est-ce qu'on l'arrête là? Oui. Et nous voyez, nous avons rajouté justement cette question « et demain ?» qui ouvre aussi peut-être la porte à une V3 un jour, on ne sait pas. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il nous reste très peu de temps. Je voulais vous remercier de nous avoir accueillis ici dans l'enceinte du château. C'est un très beau décor pour cette émission. Et puis, je vous invite, vous, à aller consulter aussi le site internet du château et à réserver déjà vos places pour venir visiter à partir du demain 25 juin ce château V2. Vous l'aurez compris, il s'appelle comme ça. Merci de nous avoir suivis.